Claire Falzon-Allard, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez me citer, m'avouer même d'ailleurs, une habitude de votre quotidien qui n'est pas du tout écolo, qui n'est pas du tout monde d'après, pour parler l'éthique de langage de l'actualité? Alors, je pense que j'en ai encore plein, on en a toujours trop, mais celle qui me vient, c'est je mange des sushis, ce qui est doublement mal, parce que je ne suis pas complètement sûre que ce qu'il y a dedans est très soutenable, et surtout, il y a plein de plastique. Et alors ça me rend malade à chaque fois. Merci pour votre honnêteté. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro, en visio toujours, avec aujourd'hui sur mon écran et sur le vôtre, Claire Falzon-Allard, directrice de l'innovation chez Veolia et ses quelques 180 000 salariés, je crois, c'est énorme, qui déploient des solutions sans cesse pour la gestion de l'eau. L'innovation dans ce secteur, c'est quoi exactement? Parce que l'innovation, Claire Falzon-Allard, c'est un terme un peu à la mode, quoi. Donc on y glisse un peu tout et n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez me décrire les grands chantiers concrets sur lesquels vous êtes en train, en ce moment même, de travailler, si j'en juge à tous ces post-it innombrables que je vois derrière vous? Bonjour Quentin, bonjour à tous. Je suis ravie d'être avec vous pour partager effectivement un petit bout de mon quotidien qui est un petit bout de ce que le groupe fait en matière d'innovation. Vous l'avez rappelé, on est plus de 180 000 présents dans 45 pays. On travaille sur le domaine de l'eau, de l'énergie, des déchets et même quand on a dit ça, l'eau municipale, l'eau industrielle, les déchets dangereux. Donc il y a un champ qui est extrêmement large. Alors l'innovation chez Veolia, elle prend d'une part la forme d'essayer en permanence d'amener sur nos métiers historiques et traditionnels le meilleur, soit des nouvelles technologies, soit des technologies naissantes à nos clients pour être en permanence à la pointe sur les services que l'on amène. Dans le domaine de l'eau, par exemple, on travaille de plus en plus, et depuis longtemps, mais de plus en plus sur le sujet des micropolluants. Par exemple, c'est des nouvelles formes de pollution qu'on est aujourd'hui capable de tracer, traiter. Et puis, on l'a vécu avec la crise sanitaire. On s'est rendu compte que les eaux usées, par exemple, permettaient de tracer, non pas en direct, mais quasiment ce qui se passait d'un point de vue sanitaire dans une ville. Donc, voilà. Donc, il y a ce travail en permanence d'essayer d'améliorer en continu nos métiers. Et puis, il y a ce dont je m'occupe plus particulièrement au quotidien, qui sont les nouveaux services, les nouveaux métiers, les nouvelles activités que l'on doit imaginer pour faire face aux défis écologiques et environnementaux de demain. C'est par exemple dans le domaine des chaînes alimentaires. Comment est-ce qu'on transforme un déchet en une protéine qui peut se substituer à d'autres protéines? Ça s'appelle la bioconversion, pour essayer de réduire l'empreinte énergétique, par exemple, des animaux. Donc ça va jusqu'à imaginer ces nouveaux métiers, c'est la capture du carbone, voilà, c'est les nouvelles frontières de demain. Donc je comprends effectivement quand vous me disiez en off, juste avant le début de l'interview, que vos journées ne terminaient, vos journées de travail ne terminaient jamais. Vous avez évoqué la crise sanitaire, c'est un sujet qu'évidemment on ne peut pas omettre. En quoi cette crise sanitaire, elle a impacté Veolia? Donc on va pas parler télétravail, etc., mais impacté l'activité de Veolia. Vous avez évoqué effectivement les eaux usées. Est-ce qu'il y a autre chose sur lesquelles on a fait bouger les lignes, quoi? La crise sanitaire a fait bouger les lignes de votre activité, de vos activités? Alors, comme tous les groupes, petits ou grands, en tous les cas, on a vu d'une part une diminution assez modérée pour ce qui nous concerne de notre activité parce que le monde entier s'arrêtait ou en tous les cas fonctionnait au ralenti. Donc, il y a eu ce premier impact, cette espèce de stupéfaction. Et puis, en fait, déjà, ce que ça a révélé, c'est ce que Veolia est au quotidien, c'est-à-dire un partenaire vraiment très proche de ses clients qui a su s'adapter, c'est-à-dire à l'époque, on a beaucoup montré les héros du quotidien et c'était vraiment ça. Et ça ne s'est pas fait par un coup de baguette magique. Et donc ça, c'est toute la résilience très, très locale du groupe, la capacité à se dire, nous, on va continuer, nos services sont essentiels. Et ça a rappelé, ça c'était aussi important, que les services que l'on apporte, ils sont essentiels c'est même plus seulement la vie en collectivité, c'est juste le fonctionnement normal d'une ville. Et puis la vie tout court, si vous n'avez plus d'eau à votre robinet, il y a un vrai problème. Si les déchets s'amoncellent, vous avez une Ouais. crise sanitaire. Donc il y a eu ce rappel un peu à des fondamentaux qui était, je trouve, qu'il y a eu beaucoup de valeur, y compris pour tous nos collaborateurs de se sentir de ce point de vue-là apprécié. Donc ça va sans le dire, mais ça va mieux en le disant.
Ouais. La deuxième dimension, ça a été le travail qu'on a fait pour essayer, encore une fois, de s'adapter. J'évoquais l'offre autour des eaux usées. C'est de se dire, finalement, comment est-ce qu'on va accompagner les villes dans le traçage d'informations sanitaires qui vont dans les eaux usées. Donc, ça a été la capacité à apporter ça. On s'est aussi posé la question, évidemment, dans les endroits où on peut faire soit le nettoyage, soit où on opère l'énergie dans les bâtiments, de se dire, est-ce que demain, il faut qu'on se prépare à de nouveaux types de pollution, que ce soit dans l'air, que ce soit dans les bâtiments. Donc, on a une filiale, par exemple, la SARP, qui a développé une offre sanitaire pour amener le top du nettoyage et être sûr qu'on était capable de désinfecter les bâtiments. On a même regardé s'il y avait du sens à désinfecter les rues. Donc, il y a eu ce côté qui est très proche de Veolia, de l'innovation incrémentale. C'est-à-dire, là, sur le terrain, maintenant, tout de suite, il nous faut une nouvelle solution, il faut quelque chose, comment on y va? Et ça a été, je trouve, un bel exercice de réactivité. Il y a des besoins et on réfléchit en temps réel, on est agile, là encore, pour reprendre un terme un peu à la mode. Là, pour le coup, c'est vraiment le cas de le dire. Donc, vous, Claire Felzon-Allard, vous êtes diplômée de Sciences Po, de l'ENA. Vous avez naturellement fait un passage par un cabinet ministériel et puis vous êtes directement entré chez Veolia il y a un peu plus de 5 ans. Pourquoi est-ce que vous avez choisi cette entreprise, ce secteur? Alors, j'avais toujours voulu travailler depuis très, très longtemps dans le domaine de l'environnement. Je peux même me rappeler le moment où j'ai eu cette illumination de prendre conscience que ce que je percevais, les engagements associatifs que j'avais, je ne savais pas pourquoi j'avais envie, assez jeune, d'aller vers ces sujets-là, je ne savais pas. Et je me rappelle avoir découvert qu'il y avait tout un pan à l'époque, ce qu'on appelait les études écologiques, les Ecological Studies, puisque c'était en Angleterre en l'occurrence. Et en fait, ça existait assez peu à l'époque. Et donc, j'avais ce goût-là. Mais voilà, c'était au fond de moi. Et puis j'ai choisi de rejoindre l'administration centrale. À l'époque, là aussi, par passion. Je n'avais pas complètement connecté les deux dimensions, écologie et État. Donc, c'était deux voies qui cheminaient. Je gardais au fond de moi l'envie de travailler dans ce domaine-là. Mais l'envie de servir l'État avait été à l'époque la plus forte. C'est comme ça que j'ai rejoint Bercy à l'époque. Et puis après avoir eu la chance de travailler à Bercy, en cabinet ministériel, à l'Éducation nationale, je me suis dit, mais voilà, cette envie de servir l'environnement, elle n'a pas disparu. Ça pourrait être du côté de l'État, mais l'État, c'est une approche régalienne, réglementaire de ces sujets-là, qui est absolument fondamentale et nécessaire. Mais moi, j'avais envie de mettre les mains dans le cambouis et d'essayer d'imaginer des solutions. Et donc, je me suis tournée vers le paysage français et évidemment, je savais qu'on avait la chance d'avoir le leader mondial des services à l'environnement. J'ai candidaté, j'ai été prise, donc la chance a rejoint la passion. Ce qui n'est pas anodin, d'ailleurs, c'est amusant. Vous dites dans une interview, je n'ai pas noté la référence, je suis mauvais élève. Vous dites, j'ai la chance d'avoir ma passion au bureau. C'est très rare, en effet, de plus en plus, à l'heure où tout le monde se questionne sur le sens, sur qu'est-ce que je fiche dans ce cabinet de conseil ou dans enfin, on va vexer personne, mais c'est de plus en plus rare, en fait, d'avoir sa passion au bureau. Oui, alors c'est rare, c'est une chance. Parfois, c'est fatigant aussi parce que on y met beaucoup, beaucoup de choses. Donc, je ne vais pas dire que c'est une sinécure tous les jours et que je suis l'élu et que les autres n'ont pas de chance. Hein, ce n'est pas du tout le sens. Mais en revanche, oui, je ne questionne pas, ou pas assez, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas, je ne questionne pas la raison pour laquelle je me lève le matin. Et surtout, je me sens extrêmement alignée avec la raison d'être de l'entreprise. On a la chance chez Veolia d'avoir posé une raison d'être qui a été élaborée avec toutes nos parties prenantes. Donc, les collaborateurs dont je fais partie, on a aussi été associés à la réflexion. Et en fait, je suis hyper alignée, ou en tous les cas, je me retrouve dans cette raison d'être. Et ça, c'est une vraie chance quand on rentre dans cet exercice-là de pouvoir se dire, je ne peux pas participer à toute la raison d'être, ce serait très, très présomptueux et ça ne fait sens que parce qu'on est 180 000. Mais en tous les cas, mon petit bout, je sais le rôle que je joue. Et ça, honnêtement, je pense que cet exercice, je le recommande à n'importe quelle entreprise. Parce que même si on n'est pas à 100% aligné avec la raison d'être de son entreprise, déjà savoir qu'il y a cette raison d'être et savoir les morceaux auxquels on se raccroche, de toute façon, c'est extrêmement stimulant. Donc, tout le monde peut arriver à un résultat similaire. Donc 180 000 personnes chez Veolia, vous avez, j'imagine, une équipe de quelques personnes, mais certainement pas 180 000. Quand vous recrutez Claire Felzon-Allard, est-ce que vous ne recrutez que par passion, que par des gens aussi passionnés que vous, qui ont ça dans le sang quelque part? Est-ce que quand vous faites passer un entretien, vous vous attendez à avoir la même ferveur, la même passion, le même dynamisme pour parler de ces sujets?
Alors, ce qui est assez amusant, c'est que de facto, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire sans que je le demande, sans que j'en fasse un critère, très naturellement, les gens qui candidatent chez Veolia le font absolument pas par hasard, le font avec souvent d'ailleurs des historiques personnels ou professionnels qui sont complètement cohérents avec ça, que ce soit d'être passé par l'associative, d'être passé Ouais. parfois par l'administration. Donc, assez naturellement, on draine des profils et des candidatures qui vont dans ce sens-là. Donc ça se fait très spontanément. Voilà. Donc je n'ai pas trop eu à me poser la question jusqu'à présent. Pas de candidature par hasard dans ce genre de job. Énergie, start-up, intelligence artificielle, est-ce que tout ça, ce sont des sujets qui matchent? Est-ce que ça bouge vite? Parce que j'ai lu aussi dans cette même interview, dont je n'ai toujours pas noté la référence, que vous interagissez énormément avec les startups, justement, pour faire bouger, pour transformer cette activité. Oui, alors honnêtement, je pense qu'on interagit quand on est un groupe comme Veolia, jamais assez quand on fait la taille de Veolia, parce que c'est absolument inimaginable d'essayer de recenser le nombre de startups qui peuvent interagir ou avoir des idées partout dans le monde. Donc ça, c'est un de mes challenges au quotidien, c'est d'essayer de me démultiplier moi, de démultiplier l'équipe pour aller capter tous ces signaux faibles. Donc, une fois que j'ai dit ça, oui, c'est absolument fondamental, parce que ce qu'il y a à prendre dans ces échanges-là, il y a d'abord l'énergie des porteurs de projets. Et ça, c'est quelque chose dont, à titre personnel, j'ai beaucoup besoin de me nourrir, d'avoir des gens qui ont envie de faire bouger les choses. Donc ça me fait toujours beaucoup de bien. Et puis, c'est des points de vue parfois radicalement différents. Dans le domaine des déchets, moi, je trouve extraordinaire qu'il y ait des start-upers ou start-upeuses d'ailleurs, dont l'objectif est d'éliminer certaines formes de pollution. Voilà, ils ne se mettent pas de limites. Et ce faisant, ils questionnent assez fondamentalement le modèle. J'aime aussi beaucoup quand des toutes petites boîtes disent moi, demain, je veux conquérir la planète. Je trouve ça génial de se dire voilà, il y a ce ressort-là d'énergie. Donc, ouais, moi, ça m'apporte beaucoup. Mais encore une fois, j'aimerais toujours aller plus loin et plus vite avec ces gens-là. Merci infiniment, Claire Falzon, Allard, d'avoir répondu à mes questions pour le talk décideur du Figaro, même à distance avec tous vos post-it là, on se doute que vous avez énormément de travail. Je vous dérange pas plus longtemps. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Eh ben, merci beaucoup. Bonne journée.